suis ravie d'être présente et j'ai beaucoup entendu parler des cafés éthiques voilà, et c'était important pour moi de reprendre le relais d'Anne et elle a pu me confier ce que ça lui avait apporté. Et vous savez que l'initiative que vous avez eue ici va être dupliquée ailleurs et qu'elle a vraiment été plébiscitée au sein de la PHP. Donc effectivement, moi j'ai cette préoccupation. J'étais auparavant directrice d'hôpital pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, où j'imaginais bien que les questions éthiques sont des questions importantes, tant dans la prise en charge de l'enfant que dans la prise en compte des parents et des proches, avec des populations prises en charge qui sont celles du Nord parisien, donc pas forcément des contextes sociaux ou culturels différents, et donc avec beaucoup de sujets de confrontation ou de culture dans le soin et dans la prise en charge de l'enfant, ou des questions importantes liées au développement ou à l'accompagnement de l'enfant dans des moments compliqués. Et on sait que voilà, quand on prend en charge un enfant, on prend aussi en charge ses frères et sœurs, sa famille. Voilà. Et donc il y a une conception... l'éthique est un sujet qui nourrit les équipes pédiatriques, et j'imagine qu'en hôpital d'adultes, on retrouve la même chose. Et donc je suis particulièrement heureuse d'être là. Et sur un thème... je mesure le sacrifice que vous avez fait, qui est important et dont j'en ai mesuré l'importance, parce que l'enfant n'est pas toujours en état, et c'est aussi le cas chez l'adulte, mais d'exprimer la douleur, d'exprimer ce qui lui fait mal, et donc le ressenti et la prise en charge de la douleur sont des sujets extrêmement compliqués et sur lesquels les équipes sont de toute façon très vigilantes. Voilà, avec des évolutions thérapeutiques qui arrivent parfois plus tard chez l'enfant que chez l'adulte. Voilà, donc merci de m'accueillir et je suis ravie. En tout cas, vous êtes chez vous et on va, puisque c'est un café éthique, on va essayer de faire en sorte que la vérité soit présente. En fait, c'est une idée d'Anne Costa, ce café éthique, qui était un café éthique pas obligatoirement de philosophie où on interpelle Platon tous les 5 minutes, même si c'est intéressant, hein. Descartes, Locke, enfin, on a tout le choix, mais par contre, qui était beaucoup plus des praticiens entre eux. Et c'est ce qui fait plaisir, il y a beaucoup de soignants toujours. Et c'est un grand plaisir que de vous avoir, parce que, quelque part, ça nous honore, comme je disais au début. En tout cas, donc vous êtes chez vous. Voilà. Merci. Alors, si vous voulez bien, on va donc... parler de la douleur. La douleur, c'est quelque chose de très difficile, c'est très long. Je me rappelle d'un travail, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce travail, qui était un travail d'enfant qui était cancéreux et qui arrivait aux urgences de l'hôpital Gustave Roussy. C'était une des praticiens hospitaliers qui s'y trouvait, Madame Gauvin-Picard, si ça vous rappelle. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Et elle avait décrit justement le déni de la douleur, c'est-à-dire comment des parents pouvaient être amenés éventuellement à présenter leur enfant et ne pas accepter comme quoi ils puissent l'avoir, alors qu'ils étaient dans un état de prostration, justement par la douleur. Ce qui montre la complexité. Et dans la petite phrase qu'on met tous les jours pour que ces cafés éthiques ramènent du monde, comme c'est là aujourd'hui, une des questions, c'était quel est le sens donné en définitive à la douleur? Parce que chacun, nous éprouvons la douleur d'une manière différente. Et donc, on voit tout le côté particulièrement, comment dire, de l'individualisation de chaque traitement vis-à-vis des personnes et donc de l'écoute. Donc, Claire, merci d'avoir fait tout cet effort, cet exemple, ce témoignage. Et si on parle mieux de ce qu'on connaît. Voilà, bravo. Donc, effectivement, on m'avait demandé déjà il y a quelques mois de parler, alors pas forcément que de la douleur, mais plus de son ressenti et de comment on peut la prendre en charge, et la prendre en charge de manière efficace, ce qui est encore loin d'être quelque chose d'universel dans ce domaine. Alors que la douleur, elle, est plutôt universelle. Tout le monde, à un moment donné, a été douloureux dans sa vie, plus ou moins longtemps.
Et je voudrais commencer par vous redonner la définition qui a été faite de la douleur, et définition qui a été, dans les ouvrages médicaux, définie qu'en 1976. Donc vous voyez que c'est pas très vieux. Et effectivement, on a commencé à s'occuper de la douleur depuis une bonne quarantaine d'années. Et je vais vous raconter un petit peu justement dans cette historique, de voir que la douleur, au niveau médical et paramédical, c'est quelque chose qui... C'est un peu la cerise sur le gâteau. On s'en occupe J'espère quand on a le temps. J'espère que vous tous là, parce qu'il y a l'interrogation écrite à la fin. Alors là, c'est une définition, ça risque de tomber en définitive. Donc, Oui. Notez bien. Donc la définition, c'est que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Donc déjà, on a les deux côtés, le corps et l'esprit, et qui est liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Vous voyez qu'on a déjà, ce qu'on va revoir un petit peu, les différents types de douleurs qui sont énoncés dans cette définition. La douleur, je vous disais, ça concerne tout le monde. Il y a une enquête qui a été faite assez récemment, enfin c'était en 2014, un jour donné, et on a pu évaluer à peu près que globalement, il y a 20% de la population qui est douloureuse, plus ou moins, de manière plus ou moins intense. Donc 20% de la population, vous voyez que ça fait quelques millions de personnes qui peuvent ressentir une douleur. Il y a une autre enquête dont je reparlerai un peu plus tard, de douleurs ressenties au moment des soins, enquête qui a été faite aussi en 2014 à la Pitié, un gros hôpital, où globalement, il y a plus de la moitié des patients qui sont douloureux, et douloureux avec une douleur d'intensité forte, jugée intense, c'est-à-dire côté entre 7 et 10, pour 37% des patients. Vous voyez que c'est... Là aussi, on est en 2014 à la Pitié, grand hôpital parisien. Voilà, on ne fait pas mieux que ça pour l'instant. Et c'est déjà ce qu'il faisait dire à Velpeau, quand je disais que la douleur, on s'en occupe pas depuis très longtemps. En 1847, il disait qu'un malade souffre plus ou moins. Est-ce là une chose qui offre de l'intérêt à l'Académie des sciences? Vous voyez qu'il aura fallu, et c'est vrai qu'il aura fallu longtemps, et je dirais que pour les médecins qui ont mon âge ou un peu plus vieux, ce qu'on nous a appris par rapport à la douleur, c'est très très léger et ça relève plus de croyances plutôt que de vérités scientifiques. Donc les vérités scientifiques sur la douleur, elles datent en gros de 20 ans, mais pas tellement plus. Alors, on parlait de la douleur, elle peut être effectivement aiguë, tout à fait présente, et elle est vécue à ce moment-là comme un signe d'appel, comme une alarme. Et la douleur, il faut en fait qu'elle soit comprise comme un de nos sixièmes sens. La douleur, elle nous permet d'être en interaction avec le milieu extérieur. On ne va pas se brûler parce que si on voit du feu, on sait que la douleur va nous empêcher justement de nous brûler, ça nous protège. Et pour ça, on va voir qu'on est très différent avec ce ressenti de la douleur. Et il y a un certain nombre de gens où on a découvert des familles entières qui ne ressentaient pas la douleur, qui sont insensibles à la douleur. C'est une insensibilité congénitale. On se dit, ils ont énormément de chance, ces gens-là, de ne rien ressentir. Et pas du tout, parce qu'on a besoin de la douleur pour vivre. Parce que tout ce qui peut se passer à l'intérieur, toutes les inflammations, une simple appendicite, si on ne la ressent pas, si on attend d'avoir de la fièvre, d'avoir la péritonite, ce sera beaucoup plus grave. Et en fait, cette insensibilité à la douleur, ces familles-là meurent beaucoup plus vite, beaucoup plus jeunes, parce que justement, ils ne se rendent pas compte d'un certain nombre de blessures qui peuvent se surinfecter ou autre. Donc la douleur, on en a besoin dans notre environnement, pour être en fonctionnement avec l'environnement extérieur et avec notre propre environnement. On a mal à une dent, on sait qu'il va falloir aller la soigner. Et ça nous sert d'alerte. Alors, effectivement, la douleur, c'est souvent un organe qui se met à fonctionner de travers. Et c'est ça qui va effectivement nous inquiéter. C'est ce qu'il faisait dire à Leriche, que la santé, c'était le silence des organes. La bonne santé, c'est le silence des organes. Là aussi, on n'attend pas plus forcément d'avoir très mal quelque part pour se dire qu'il va peut-être falloir s'occuper de quelque chose. On appelle ça en médecine la synesthésie. Oui, tout à fait. Alors, cette douleur, donc, elle peut être aiguë, comme elle peut être, à l'inverse, chronique. Elle peut durer très longtemps. Et à ce moment-là, quand elle est chronique, elle ne remplit plus ce rôle d'alarme. Et c'est exactement comme une alarme de maison. Quand on a une alarme qui se met à se déclencher tous les jours, 20 heures par jour, plus personne ne s'en occupe.
mais ça agace tout le monde, et les gens qui habitent dans la maison et tout le voisinage. La douleur chronique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'elle agace beaucoup le patient qui est douloureux, mais aussi souvent son entourage. Et donc, il va falloir s'occuper aussi de l'ensemble qui est autour du patient. Alors, pour en revenir aux douleurs, je vous ai dit la définition, on a effectivement réussi à définir 3 grands types de douleurs, avec une douleur, celle qu'on connaît le mieux, ce qu'on appelle la nociception, quand on se casse la jambe. Voilà, ça c'est typiquement quand on se fait opérer, ça c'est de la nociception, c'est-à-dire qu'on va avoir une lésion tissulaire qui va déclencher tout un circuit au niveau du système nerveux central, de la moelle, du cerveau, et où pendant longtemps on a cherché dans le cerveau un centre spécifique, comme on avait un centre de la vision, un centre du langage, on a cherché un centre de la douleur. Et ça, c'est déjà Descartes qui cherchait ça, parce qu'il disait bien quand on a une douleur, il y a bien un lien entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps. Mais en fait, et là c'est tout à fait récent, ça a une quinzaine d'années, c'est pas du tout un centre, c'est ce qu'on appelle maintenant la matrice de la douleur, c'est-à-dire qu'on a en fait, pour l'instant ce qu'on connaît, c'est-à-dire il y a au moins 7-8 centres différents dans le cerveau qui vont tous être interconnectés les uns avec les autres pour qu'on puisse ressentir la douleur. Et donc, ce n'est pas un endroit, c'est toute cette interconnexion dans ces différentes parties qui vont faire qu'on ressent la douleur. Et on va voir qu'il y a tout un tas de filtres qui vont faire qu'on la ressent plus ou moins. Donc ça, c'est la douleur de nociception. On a les douleurs aussi qu'on appelle neuropathiques, où là, on a une lésion nerveuse, soit en périphérie, soit médulaire, soit au niveau cérébral. Ça va être les douleurs du diabète, les douleurs post-chimiothérapie, les douleurs d'amputation. Dès qu'on a une lésion comme ça d'un nerf, c'est d'autres types de douleurs où souvent les gens le décrivent un peu différemment en disant ça brûle, ça pique, ça démange, mais ce n'est pas le même type de douleur qu'on ressent que dans les douleurs dites de nociception. Et puis on a une autre forme de douleur qu'on appelle maintenant les douleurs somatoformes, qui étaient ce qu'on appelait avant les douleurs psychogènes. Et ça, on n'a aucune lésion, mais on a très mal. Et on sait très bien que l'anxiété, ça peut mimer une douleur d'ulcère de l'estomac, d'infarctus du myocarde. Et dans ces cas-là, ce ne sera pas de la morphine qui va soulager les gens, mais ce sera un anxiolytique. Donc il faut bien reconnaître quel type de douleur on traite et face à quel type de douleur pour pouvoir être efficace justement dans son soulagement. Et bien sûr, on peut très bien avoir un petit mixte de toutes ces douleurs-là, parce que sinon ce serait trop simple. Et la douleur du cancer, c'en est un très bel exemple, où on a très souvent la tumeur, éventuellement la chirurgie, qui peuvent donner des douleurs de nociception, des douleurs neuropathiques liées à la chimiothérapie, voire à la radiothérapie, et qui peut apparaître, ces douleurs de post-radiothérapie, peuvent apparaître quelquefois 20 ans après, alors qu'on est guéri. Donc c'est très vicieux comme douleur, parce que c'est plus en lien avec la maladie elle-même, mais c'est complètement décalé et c'est des séquelles. Et donc cette douleur, effectivement, peut accompagner la maladie, et souvent c'est une douleur qui a fait découvrir le cancer, et qui bien souvent, malheureusement, va accompagner toute l'histoire, les récidives, les métastases et les différents traitements qui eux-mêmes peuvent être douloureux. Et puis bien sûr, dans le cancer, il y a aussi l'anxiété qui est liée au pronostic et qui rajoute là aussi des douleurs. Et bien souvent, les patients ils sont plus douloureux dans l'attente d'un résultat d'un scanner qu'une fois qu'ils sont rassurés et que le scanner, il n'y a pas d'évolution. Donc là aussi, on voit que la douleur, elle est très, très liée avec ce qui peut se passer dans la tête des gens. Et puis on a un certain nombre de douleurs aussi, des douleurs chroniques, mais qui peuvent n'apparaître que par moment, des douleurs séquencées ou itératives, comme les migraines, comme la drépanocytose, comme toutes les maladies inflammatoires, les spondylarthrites, qui évoluent par poussée. Et donc là, ça va faire redouter aux patients la prochaine poussée, la prochaine venue de la douleur. Et en général, cette anticipation, elle est rarement très positive. Et donc, d'épisode en épisode, la douleur peut devenir de plus en plus intense sans que ce soit forcément la maladie qui soit plus sévère. Et puis on a aussi toutes les maladies que nous, soignants, on provoque en faisant un examen clinique. Il y a des tas d'examens où on va
provoquer une douleur, le signe de la sègue, là, on fait lever la jambe, on attend de trouver à quel angle on va provoquer la douleur. C'est ce qui nous indiquera le niveau de la maladie. Et puis, c'est toutes les ponctions qu'on a à faire, les prises de sang, les ponctions qu'on peut faire en réanimation, tous les soins. Beaucoup de ces soins-là sont très douloureux. Or, on s'est aperçu, en 2005, avec un état général de la douleur, qu'il y avait à peu près 2 patients sur 10 seulement qui étaient soulagés au moment des soins. Donc, c'était en 2005, on se dit qu'on a dû faire des progrès. Je vous parlais tout à l'heure de cette étude en 2014 à la Pitié. Donc sur 938 patients, il y en a 59% qui avaient mal pendant les soins, 37% donc avec une douleur très intense, mais surtout avec moins de 25% qui avaient un traitement prescrit et administré. Donc c'est là où on peut se dire qu'on a quand même beaucoup de progrès à faire. Et pourtant, effectivement, les soins, les patients l'appréhendent en général beaucoup, et c'est ce qu'il faisait dire déjà aussi à Montaigne, et la peur d'avoir mal, c'est déjà avoir mal, et ça on sait bien que effectivement, l'appréhension du soin va en rajouter à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est beaucoup des douleurs aiguës. Et puis, il y a la spécificité particulière des douleurs chroniques qui, elles, vont, ce que je disais tout à l'heure avec cette alarme qui est en continu, vont avoir une atteinte non seulement corporelle, mais aussi psychique et sociale et familiale. Et c'est sur tous ces tableaux-là qu'il faudra qu'on joue pour la prise en charge de ces douleurs. Et avec une douleur chronique, quand on est face à une douleur au quotidien, ça va nous modifier complètement notre relation et à l'espace. Quand on ne peut pas marcher, l'espace, il prend vraiment une autre dimension, ça vous pouvez me croire. Mais aussi le temps. Le temps ne prend plus du tout, la nuit entre autres, n'est plus du tout vécu de la même façon. Et tout le lien avec les autres. Parce qu'on en attend autre chose, parce qu'on est dépendant par rapport à eux. Et ça, effectivement, ça nous transforme complètement au niveau psychique. Et c'est Alphonse Daudet qui, lui, a eu une très grosse souffrance pour un tabès syphilitique. Il disait « Ma douleur tient tout l'horizon, elle emplit tout. » C'est-à-dire qu'on ne vit plus que pour et à travers sa douleur. Une autre notion aussi qu'on a par rapport à la douleur et qu'on ne peut pas scinder, c'est le lien entre la douleur et le handicap que ça peut créer. Le handicap parce que justement on ne peut plus faire des projets, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que la prochaine douleur va arriver, et que ça entraîne une dépendance aux médicaments, une dépendance aux soignants, une dépendance à nos proches pour tout un tas de choses dans le quotidien. Et ça, là aussi, ça peut amener une certaine immobilité, soit physique, mais aussi psychique, qui fait que la douleur qui se prolonge comme ça crée un vrai handicap important. Et puis la solitude qu'on peut avoir avec cette douleur. Alors il y a aussi tout un tas de douleurs qu'on banalise complètement. On parlait tout à l'heure de la douleur des enfants. Pendant longtemps, on a cru et on a estimé que les enfants ne ressentaient pas la douleur, ne la ressentaient pas bien. Ça raconterait de ce qu'on a pu lui faire et de ce qu'on m'a enseigné moi. C'est vrai qu'on endormait les bébés sans analgésique, jusque dans les années 80, début des années 90. Vous voyez que là aussi, c'est pas très vieux. Mais la vieillesse, les personnes âgées, on trouve ça normal qu'ils aient mal. Ils sont vieux, ils ont mal. Bon, c'est quasiment une généralité. Les soulager, c'est peut-être pas forcément nécessaire, on n'y arrivera pas forcément. Et il y a tout le problème de ces mal communicants, des patients psychiatriques aussi, des autistes ou des schizophrènes, mais ce que décrit aussi Xavier Emmanueli avec les SDF, et les consultations qu'ils peuvent avoir au SAMU social, de patients qui sont tellement mal dans leur vie, ou comme les autistes ou les schizophrènes, qui ne ressentent pas leur corps de la même façon. Et qui donc peuvent arriver à des consultations avec des plaies au niveau des pieds qui sont complètement ulcérées, des états dentaires épouvantables avec des tas d'abcès, mais ils ne le sentent même plus, parce que leur esprit est complètement occupé à autre chose, et donc leur corps est déshabité, et la douleur n'a plus du tout la même part pour ces patients. C'est intéressant ça, parce que j'ai travaillé longtemps à Nanterre, je viens de quitter mon service, et on a justement tous ces SDF qui arrivent. C'était là que Xavier Emmanueli a justement
pensé, puis s'est battu pour le salut social. Et lorsque l'on discute avec ces SDF qui arrivent avec de grandes plaies anfractueuses, infectées, même quelquefois, et j'ai connu une certaine époque où on allait jusqu'à faire des greffes après, tellement, et comme ils avaient gardé leurs chaussettes très longtemps, sans, la peau partait en même temps que la chaussette, etc. Donc, excusez-moi, et bien ils ne le sentaient pas, Comme la plupart d'entre eux se retrouvaient sur le trottoir, avec des brûlures qui étaient en fait en raie, tout simplement parce qu'il y avait le métro. Et comme le métro lui-même, il y avait la chaleur, ils avaient des brûlures quelquefois, 2% du deuxième degré, là, elles font mal. Après le troisième degré, la calcination, de toute façon, on n'a plus mal. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est quand on s'occupe d'eux, c'est-à-dire lorsqu'on les prend en charge, qu'on discute avec eux, mais pas 5 minutes, qu'on discute un tout petit peu, qu'on les écoute, etc. Quand ils se réhumanisent en quelque sorte, c'est là qu'ils ont mal. Oui, tout à fait. C'est là qu'ils ont mal et c'est là où ils pleurent. Donc c'est important ce que vous avez dit, parce que ça montre qu'en définitive, la douleur, c'est aussi l'humain. C'est ce qui nous caractérise aussi un tout petit peu, parce qu'on peut en arriver à une insensibilité, en quelque sorte. C'est ce que m'a bien appris Xavier Manueli, que vous citiez, et vous aviez tout à fait raison, pour bien montrer ce côté multiforme de la douleur. À la fois, c'est quelque chose qui nous protège, et en même temps, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre, quelquefois. C'est Sioran qui disait « Une longue douleur ne peut rendre qu'imbécile ou sain ». Effectivement, c'est l'un ou l'autre. Et puis je voudrais parler aussi, pour finir de décrire les douleurs, des douleurs qu'on appelle terminales ou globales, surtout en fin de vie, et où l'anxiété en rajoute justement aux différents types de douleurs somatiques, mais avec toute effectivement l'angoisse de la fin de vie qui se rapproche, et où là, le terme entre douleur et souffrance, il n'y a pas vraiment de barrière, et tout fait fusion en fait dans cette douleur qu'on appelle globale, avec un sentiment d'impuissance, un sentiment de finitude, qui effectivement peut être très désarmante. Et là, j'avais repris un petit passage de Tolstoï dans La mort d'Ivan Ilitch, qui dit que ce fut le soir, le matin, que ce fut dimanche ou vendredi, c'est toujours cette douleur sourde qui ne lâche pas un instant, toujours la sensation de sa vie qui fuit irrésistiblement, mais n'est pas encore complètement épuisée. Toujours cette mort terrible, détestable qui se rapproche, l'unique réalité est toujours le même mensonge. Vous voyez que dans ces cas-là, effectivement, la douleur, ça prend plus que le corps, ça prend réellement tout l'esprit et toutes ses capacités à pouvoir intellectualiser quoi que ce soit. Donc vous voyez que les douleurs, déjà, elles peuvent être tout à fait multiples, mais effectivement, comment on les ressent en sachant que effectivement, tout le monde, à un jour ou l'autre, été confronté à la douleur, mais effectivement, va le vivre de manière complètement personnelle, complètement intime, et où ce qui se passe quand on devient douloureux, c'est que notre corps ne nous obéit plus. Or, on est dans une société où on a un esprit qui doit fonctionner, et le corps, il suit, il est bien obligé. Alors, on l'entretient, on fait du jogging, on fait du ski, mais il y a des moments, quand on se met à avoir mal, le corps ne nous appartient plus, il reprend une place qu'on ne lui donnait pas forcément. Et c'est souvent une prise de conscience, justement, là aussi, de notre dualité, du fait qu'on est un corps et un esprit, mais qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et ça, c'est quelquefois une prise de conscience la prise de conscience elle-même peut être un peu douloureuse. Et donc, on va exprimer cette douleur de manière très différente, soit par des cris, soit par ou au contraire, comme vous disiez, d'une prostration importante, qui sont souvent les plus grandes douleurs. En fait, moins on bouge, plus on a mal. Mais en tout cas, la douleur ne nous maintient pas dans notre comportement habituel, ni par rapport à nous-mêmes, ni face aux autres. Et c'est là où, quelquefois, les autres peuvent ne plus nous reconnaître quand on a mal, et ça peut les dérouter là aussi. On peut être dur au mal, comme au contraire, on peut aller consulter dès qu'on a le moindre bobo. Ça dépend vraiment, justement, de chacun et de sa relation avec la douleur dans son corps. Alors, médicalement, on a effectivement essayé d'établir, essayé d'évaluer pour essayer que tout le monde parle le même langage et c'est essayer de chiffrer la douleur. Alors on le chiffre avec les réglettes, là, les EVA,
avec les cotations de 0 à 10, les échelles numériques, mais ça c'est par rapport à l'intensité, ça ne donne pas forcément le type de la douleur. Et on a conçu du coup des questionnaires, là le DN4 pour essayer de définir la douleur neuropathique, mais c'est un questionnaire qui date de l'année 2005, donc là aussi c'est pas très vieux. Il y a le questionnaire de Saint-Antoine qui là aussi reprend les différents types de douleurs et pose des questions. Est-ce que la douleur est angoissante, inquiétante, énervante? Toutes ces notions qui montrent bien qu'il n'y a pas uniquement le corps qui réagit et qui répond à la douleur, mais aussi tout ce qui peut se passer dans notre tête. Et cette douleur, elle va nous amener, ce que je disais tout à l'heure, cette dépendance qu'on peut ressentir et qui peut être très mal vécue, mais dépendance, besoin en tout cas des médicaments pour être soulagé, besoin des béquilles pour se déplacer, mais besoin aussi quelquefois d'une infirmière qui va nous donner le médicament parce qu'on n'arrive pas à le prendre soi-même ou des proches. Et puis il y a aussi un sentiment qui est pas forcément nouveau, mais qu'on a compris là aussi tout à fait récemment, c'est un sentiment d'injustice. Souvent, on trouve ça très injuste. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette douleur et pourquoi cette douleur persiste? Et c'est les Canadiens qui ont inventé ça. C'est des échelles d'injustice dans la douleur chronique, parce qu'on s'est rendu compte que si, au cours d'un accident, par exemple, et qu'il reste un litige par rapport à une assurance ou un lombalgique qui a très mal, qui s'est fait ça dans son travail et qui est en conflit avec son employeur, tant que ce conflit, que l'aspect juridique en fait ne sera pas traité, que le patient sera toujours dans cette position, on ne me reconnaît pas comme malade, on aura beau essayer tous les traitements qu'on voudra, on n'arrivera jamais à les soulager. Et qu'on arrive à les soulager qu'une fois que le sentiment d'injustice peut être évacué. C'est important ce que vous dites là, parce que chez les femmes battues, parce que la douleur, elle est là, ça peut être la maltraitance intrafamiliale. Je vous donne 2 chiffres qui font peur, mais je crois qu'il est important de les savoir, parce que déjà on a fait 2 grands colloques, on en fait un le 15 mars sur justement la maltraitance des enfants, et on a fait il y a 1 an sur la maltraitance intrafamiliale. Eh bien, la maltraitance intrafamiliale, c'est quand même 25% des femmes. Alors bien sûr, il y a dans les 25% de personnes qui sont maltraitées, il y en a 1 sur 10, ça peut être l'homme de temps en temps, mais c'est très rare. C'est un chiffre énorme. Alors, un tiers des cas, et ça vient tout à fait dans la douleur, ce sont des douleurs physiques, d'atteinte au corps, tout simplement, en termes de stigmatisation, et deuxièmement, dans 2 tiers des cas, ça peut être en effet psychologique. Le mépris, quelquefois, qui peut être extraordinairement mal ressenti, bien entendu. Et par rapport aux enfants, nous faisons un colloque là, il y a une étude de l'INSERM qui montre qu'il y aurait en France 4 millions d'incestes. Alors vous vous rendez compte, la douleur, en France bien sûr, c'est pas dans un autre pays loin, comme si les barbares étaient ailleurs. Les barbares sont chez nous aussi. Et les barbares, souvent, c'est nous. Il faut lutter contre soi-même. Donc tout ceci pour montrer ces formes de douleur sont extraordinairement répandues, complexes, et elles ont besoin d'être reconnues. Pour être reconnues, encore faut-il qu'on en discute et que la personne qui se trouve mobilisée, que ce soit un soignant, un médecin, la reconnaisse. Et après, le problème, ça sera bien sûr la prise en charge, qui est beaucoup plus difficile, d'autant plus quand ça se passe, dans un foyer, dans lequel on ne rentre pas. Donc ça donne effectivement toute cette complexité qu'on peut avoir de la douleur et donc ces vécue pour chacun. C'est pour ça que je prenais la parole. Ces personnes réclament un statut. C'est-à-dire lorsque, de temps en temps, les personnes et les associations qui se battent justement pour que le côté juridique leur permette d'avoir le statut de victime. Et donc la réparation nécessaire et la reconnaissance de la part de la société de ce qu'elles endurent, de ce qu'elles ont enduré en quelque sorte. Et ce côté d'injustice est extraordinairement important, ça nous meut extraordinairement. Souvent on accepte beaucoup de choses, mais lorsque la chose est injuste, plus particulièrement
on peut réagir, et Oui, on réagit beaucoup plus. Oui, et c'est ressenti de manière d'autant plus oui. forte. Alors, je voulais revenir justement sur cette manière de ressentir, où on disait que pour tout le monde, une douleur de fracture, ça va être la même chose. La douleur d'un soin, la douleur d'une ponction, ça va être la même chose. Eh bien, pas du tout. Et ça, c'est là aussi des notions qui ont moins de 20 ans. Parce qu'on commence à comprendre un petit peu la physiologie de la douleur, et on comprend qu'on est absolument inégaux face à la douleur. Je parlais tout à l'heure des familles insensibles à la douleur, mais entre l'insensibilité et des gens qu'on appelle très douillets, on a tous un seuil de la douleur qui peut être différent. Pour ça, on commence à savoir qu'il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'on l'est plus ou moins. Il y a aussi, qui dit génétique, maintenant dit épigénétique, ça veut dire des facteurs qui vont influencer, des facteurs environnementaux, entre autres, qui peuvent influencer cette génétique. Il y a des études qui sont faites à Strasbourg qui ont été faites au départ sur des souris prématurées qu'on séparait de leur mère, et on s'est aperçu qu'elles surexprimaient un certain nombre de récepteurs opioïdes, et qui avaient pour conséquence qu'à l'âge adulte, ces souris avaient une hyperalgésie cutanée, c'est-à-dire que dès qu'on les touchait, c'était douloureux, et avaient beaucoup plus de douleurs de maux de ventre, de douleurs abdominales. Et ça a été transcrit chez l'homme, chez des bébés prématurés, et on s'est aperçu que là aussi, ils pouvaient surexprimer un certain nombre de ces récepteurs, et que beaucoup plus avaient ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, avaient ces douleurs justement qui viennent de là. Ça, c'est des notions qui sont tout à fait récentes et qui, à mon avis, ouvrent un champ de découverte et d'essayer de comprendre pourquoi on a tel ou tel type de pathologie douloureuse qui, à mon avis, dans les années à venir, vont énormément se bousculer. Et puis, il y a aussi l'histoire douloureuse qu'on a pu avoir. Je parlais tout à l'heure de bébés que moi, dans les années 80, j'ai pu endormir en chirurgie cardiaque. Chirurgie cardiaque, donc on ouvrait le sternum, c'est quand même de la chirurgie un peu lourde. On les endormait avec des hypnotiques, des curares, mais on leur mettait surtout pas de morphinique, vu qu'à l'époque, on disait que ça allait empêcher les bébés leur cerveau de maturer normalement. Comme quoi, on ne connaissait pas grand-chose à l'époque, mais on était sûr de notre fait. Et il y a des études aux États-Unis qui ont été faites sur ces mêmes bébés qui étaient opérés de la même manière. Quand ils devenaient enfants ou quand ils devenaient jeunes adultes, si on les opérait de la vésicule ou de l'appendice, on s'apercevait qu'ils avaient des besoins en morphinique 2 à 3 fois supérieurs au groupe contrôle. Or ça, des gens qui ont pu être opérés enfants dans les années même 80, qui sont maintenant des jeunes adultes, on ne sait pas forcément s'ils ont été endormis avec ou sans analgésique. Et donc ça peut déjà nous expliquer qu'à l'heure actuelle, par rapport à certaines douleurs attendues face à un type de chirurgie, on est complètement inégaux par rapport à ça. Oui. Et donc toutes les idées qu'on a pu avoir là aussi dans le début des années 2000, de vouloir faire des protocoles de la douleur en fonction des types de chirurgie. Alors ça, beaucoup d'équipes s'y sont essayées, on en a sorti des tas dans tous les sens, et on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'il y a trop de facteurs justement interindividuels qui font que non, on répond tous de manière différente en fonction justement de ce qui nous est déjà arrivé. En fait, c'est un appel à la clinique que vous êtes en train de faire là. Que d'ailleurs ce soit des médecins ou que ce soit des soignants. C'est-à-dire la reconnaissance de tous ces facteurs de manière déjà à bien les individualiser, savoir exactement pour quelle raison cette douleur est ainsi, et d'autant mieux la soigner, éventuellement l'empêcher quand c'est possible. Et donc la croire quand le malade nous dit qu'il a mal. C'est aussi un des... Est-ce que ça se fait toujours un moment, il y avait tellement de complexité qu'on disait qu'il fallait que ce soit des consultations multidisciplinaires. Pour la douleur chronique, oui. Oui, absolument. Est-ce que ça se fait toujours? Ça se fait toujours. Multidisciplinaire. Alors, pas systématiquement et pas pour tous les patients douloureux chroniques, mais pour un certain nombre de patients, oui, on a besoin justement d'une évaluation d'un autre type de spécialiste, d'un psychiatre, d'une psychologue, pour essayer d'évaluer justement toutes les composantes que peut avoir une douleur chronique et tout ce que ça peut impliquer dans leur vie de tous les jours. Quand on prend en charge les douloureux chroniques, on ne prend pas en charge seulement un patient pour une maladie, on prend en charge un patient dans sa vie. Et c'est là où on est obligé de leur faire parler un petit peu de ce qu'ils veulent. Ils veulent tous être soulagés, bien sûr, mais là où on arrivera à faire quelque chose, c'est quand on met ça dans une dynamique par rapport à leur vie quotidienne. Donc on essaie de trouver ensemble des projets qui vont les remettre dans la vie.
Donc c'est pas, le but, ça va pas forcément être d'avoir zéro douleur, mais ça va être réussir à planter ces géraniums au prochain printemps. Ça va être des objectifs comme ça pratiques qui les remettent dans leur vie de tous les jours, quoi. Donc il y a un rapport entre la douleur et la vie, en quelque sorte. Ah, complètement. Et ça, de plus en plus, on fait justement non plus des questionnaires, et de ce qui est publié, c'est beaucoup des questionnaires justement qui sont en rapport avec la qualité de vie. Et on a des questionnaires de qualité de vie quasiment pour toutes les pathologies, pour la fibromyalgie, pour les migraines, et ça, on a des questionnaires spécifiques pour chacune de ces pathologies douloureuses. Alors, par rapport à vos fractures que vous avez eues, qu'est-ce qui vous a aidé au niveau... quel est le projet de revenir travailler à l'HEGP, de venir faire, comment dire, le café éthique? Mais justement, avoir des objectifs comme ça, c'est quelque chose qui aide tout à fait et qui, quelque part aussi, distrait de la douleur, de l'inconfort, du handicap et permet de passer à autre chose. Ah oui, ça c'est évident. Vous avez plein de questions à poser, je suis persuadé. Allez-y, d'autant plus qu'il y a plein de soignantes qui sont là. Qui est-ce qui se jette comme première question? Aléatoirement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux vous parler aussi de la prise en charge. S'il y a des questions déjà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Parce que je vous trouve quand même assez inerte en défi. Vous avez des douleurs quelque part, vous allez nous extérioriser quelque chose. Ah, enfin, madame, vous voyez, vous avez bien fait d'arriver, même la dernière, mine de rien, vous étiez indispensable. J'ai un enfant qui a eu un accident devant moi dans la rue, donc je me suis occupée de lui. C'est pas mon enfant, c'est... Et vous avez fait quelque chose? J'ai voulu appeler les pompiers, il n'a pas voulu. Donc il y a une dame qui est passée qui m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Je vais à Pompidou, est-ce que vous pouvez prendre en charge cet enfant ?» Et j'ai pris son téléphone pour le rappeler tout à l'heure. Il courait, il n'a pas déjeuné là où il devait. Il courait pour retourner au lycée et il s'est payé l'abribus à la tête. Ce qui a dû lui faire mal. Et il m'a dit qu'il était une fille et qu'il avait 26 ans. Il s'avère c'est un garçon et qu'il a 12 ans. Donc il a fait oui, donc il avait peut-être besoin d'aller aux urgences. Vous avez une question? Moi, je voudrais savoir si on a fait des progrès pour alléger les souffrances. Attendez, vous allez parler dans cette chose. Ça, je ne m'y attendais pas. Oh là là, Jean-François, c'est bon? Bonjour, veuillez m'excuser pour mon retard. Non mais allez-y, J'ai allez-y. eu un problème avec cet enfant dans la rue. Votre question? J'aimerais savoir s'il y a des progrès qui ont été induits dans le soulagement des douleurs induites par la fibromyalgie. J'ai été suivie à l'hôpital, au centre antidouleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne. Et je suis en passe, ma fibromyalgie est assez galopante ces temps-ci, parallèlement à une autre pathologie cardiaque. Et je voudrais savoir, faisant transférer mon dossier à Pompidou, j'aimerais savoir s'il y a eu des progrès de fait, parce que je faisais partie de l'Union fibromyalgique de France, ou l'Union française de fibromyalgie. Et je voudrais savoir s'il y a eu des nouveaux procédés pour soulager cette douleur. Alors, qui est assez handicapante. Tout à fait, mais la fibromyalgie fait tout à fait partie justement de ces douleurs chroniques. Alors on ne va pas faire une consultation là maintenant, mais... Vous êtes en train de recruter là, c'est bien. On sait toujours qu'on recrute dès qu'on parle de la douleur quelque part. On a des gens qui ont besoin de consulter, mais ce qui est bien logique parce qu'effectivement beaucoup de gens sont concernés. La fibromyalgie, elle a été ignorée pendant longtemps. Elle est reconnue par certaines caisses de sécurité sociale, mais pas par toutes. Et là aussi, le besoin de reconnaissance est quelque chose d'important. Et dans la prise en charge, là aussi, comme ça touche souvent l'ensemble du corps, que c'est des douleurs qui peuvent être variables d'un jour à l'autre, là aussi, l'idée de projet de reconstruire quelque chose est quelque chose de très important. Pour l'instant, il n'y a aucun médicament qui soit à proprement validé pour soulager cette maladie-là, mais on sait que l'activité physique, c'est la clé de ce traitement-là. Et donc, l'intérêt aussi, par exemple, de groupes, ce qu'on fait nous ici sur l'hôpital, des groupes de fibromyalgiques qui permet là aussi aux différents intervenants presque de se donner des conseils de fonctionnement les uns les autres, qui quelquefois sont souvent même plus efficaces que des médicaments avec des effets secondaires qui peuvent accumuler accumuler un certain nombre de traitements qui n'ont pas forcément d'effet à proprement parler. Donc ça, c'est
c'est une prise en charge qui est très souvent complexe et pour lequel il n'y a pas une ligne de conduite et surtout pas une ligne de conduite pour tout le monde pareil. Ça, c'est vraiment tout à fait l'illustration de ce que je pouvais dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un schéma thérapeutique qui convient à tous les fibromyalgiques. C'est une médecine personnalisée. Complètement. Moi, je prends des granulés homéopathiques toutes les 2 heures. Pour ne pas prendre de l'iprane, je prends des comprimés, des granulés homéopathiques toutes les 2 heures. Ça soulage un tout petit peu dans la journée. On reviendra sur les traitements. Il n'y a pas eu de progrès. Je vous en prie. Allez-y. Donc, je suis fibromyalgique, j'ai été suivie et remise sur la bonne route à Ambroise Paré. Et bon, le combat continue, j'entends mener, je ne sais pas, jusqu'au bout, étant la fin de ma vie, juste là. Il y a une chose qui me dérange beaucoup dans justement ces pluridisciplinaires et le grand danger des unions fibromyalgiques. Je cite clairement l'Association française de fibromyalgie. C'est « Ah oui, mais moi, j'ai beaucoup plus mal que vous, qui n'y comprenez rien, donc c'est pas la peine. » Et c'est là que ça m'ennuie sur la gestion personnelle. Parce qu'il y a sans arrêt, et donc le docteur Peignard qui était venu sur la médecine comportementale le sait, ce danger de « vous pouvez rien y comprendre, moi j'ai plus mal que vous, donc... » Or, je crois que justement, si c'est une... j'avais parlé la dernière fois de l'entraînement sportif. Si on gère ça comme justement un entraînement à sortir d'un problème, de douleur, d'un handicap, qu'on voit justement par exemple dans les centres de rééducation pour tétraplégiques ou paraplégiques, c'est d'avancer par petits pas, etc., et non pas d'essayer de savoir si l'autre il a plus mal ou moins mal. Voilà. Complètement. Une autre question? Non? Non? Ah, très bien. Allez-y. Tenez. Je vous en prie. Jo, vous avez parlé des difficultés de ressentir la douleur des personnes autistes ou schizophrènes. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi vrai pour des gens qui ont des psychoses. La question est peut-être un peu bizarre, mais comment aider ces gens à prendre connaissance de leur douleur? Alors, pour ça, il y a un centre spécifique qui s'est ouvert, qui est dirigé par le docteur J.A. Saravan, dans l'Essonne, qui est un centre spécialisé de consultation de douleur pour les patients atteints de pathologies psychiatriques, au sens large. Parce qu'effectivement, tous les questionnaires, tout ce qu'on peut avoir, nos manières habituelles d'essayer de découvrir l'intensité et les types de douleurs, ne marche pas face à un certain nombre de pathologies. Et donc, il faut s'y prendre autrement. Et donc, voilà, c'est des spécialistes de la psychiatrie et de la douleur à ce moment-là, parce qu'effectivement, tout le monde ne saura pas forcément interpréter les signes comme il faut. On parlait là, enfin, c'est un véritable monde des douleurs, on ne peut pas dire de la douleur, des douleurs. La question que je me poserais, c'est la personne elle-même, le malade, est capable de se traiter elle-même. Tous ces processus désormais, tous ces processus éventuellement pour limiter les doses de morphine avec les pompes, etc., individuelles, etc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux prises en charge de douleurs qui sont aiguës dans ce cas-là, post-chirurgicales ou autres? Ben, on voit bien que la douleur, c'est quelque chose qu'on vit de manière personnelle. Donc, et que le traitement, là aussi, il va falloir qu'il soit personnalisé. Et plus le patient va être acteur, a priori, de sa prise en charge, plus il a des chances que ça marche. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et effectivement, l'utilisation des pompes à morphine diminue le nombre de... diminue souvent la quantité dont on a besoin, et puis rend le patient autonome, n'a pas à attendre que l'infirmière soit disponible pour venir lui donner la morphine. Là aussi, on sait très bien que la morphine qui est prescrite en sous-cutané, donc normalement 6 fois par jour, vu que ça n'est efficace que pendant 4 heures, elle n'est pas, et ça des études qui ont été faites en France, mais dans d'autres pays aussi,
Et à peu près tous les 10 ans, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que quand c'est prescrit 6 fois par jour, ça n'est pas fait plus de 3 fois par jour. Alors qu'en comprimé, c'est un peu plus donné, mais là non plus, en général, jamais les 6 fois par jour. Donc en post-opératoire, avec une pompe à morphine, les patients ils sont sûrs d'avoir ce dont... Enfin, si la pompe est bien réglée, là aussi, il peut y avoir des problèmes par moment, mais normalement, il est beaucoup plus sûr de pouvoir être soulagé quand la douleur apparaît, et avec des plus petites doses, parce qu'à ce moment-là, on va... Et eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent la régler, peuvent augmenter un tout petit peu quelquefois. Non, c'est pas au patient de... Non, c'est le patient, ça c'est une prescription médicale, justement, qui décide des doses dont a besoin le patient en fonction de tout un tas de critères, de sa fonction rénale, certaines choses dont le patient n'est pas forcément au courant. Donc c'est l'adéquation avec, d'ailleurs, on peut dire même le système de soignants, parce qu'avoir un soignant qui tous les 4 heures viennent, etc., enfin, et en plus c'est contraignant, en plus même pour la personne elle-même qui est en train de dormir, tout, on la dérange en quelque sorte, etc. Et en fait, on ne parle que de sa douleur, en quelque sorte. Ça devient, c'est déjà son monde, alors qu'il est peut-être important de l'en sortir un peu de ce monde de la douleur, non ? On en sort d'autant mieux qu'on a plus mal. Ça, c'est le grand principe. Et effectivement, alors pour cette prise en charge, on a vu qu'il faut bien cibler quel type de douleur on va traiter, et donc donner les bons traitements par rapport aux bonnes douleurs. Et si c'est une douleur liée en grande partie à l'anxiété, là aussi, ça va être éventuellement passer du temps à côté du patient ou lui donner des anxiolytiques qui sera efficace. Et ce ne sera pas d'augmenter les doses de morphine de sa pompe. Donc ça, c'est quelque chose qui est important justement de vraiment réaliser ce qu'on traite comme douleur. Et à partir de là, accepter de s'occuper de la douleur, ça veut dire accepter d'y passer du temps. Et ça, on avait eu un sociologue qui avait fait une étude ici, entre autres dans le service d'orthopédie, et qui, en gros, dans ses conclusions, c'était de nous dire, mais la douleur, c'est le sale boulot. C'est le sale boulot parce que les gens, ils n'ont jamais mal dans un plan de soins, ça tombe jamais à horaire fixe. Et ça tombe pas, les anticoagulants, voilà, on fait notre série d'anticoagulants, et pendant ce temps-là, il y a effectivement 3 patients qui peuvent appeler parce qu'ils ont mal. Et ils ont mal, donc ça veut dire aller rechercher un traitement, parce que ce n'est pas des traitements en général qu'on laisse à disposition auprès des patients. Donc ça complique toute l'organisation. Ça met les soignants aussi face à ce sentiment d'impuissance. Ils n'aiment pas qu'on vienne leur dire « Ah non, j'ai mal ». Beaucoup vivent ça comme je ne leur ai pas donné déjà ce qu'il fallait, je n'ai pas fait les bons soins, vu que le patient se plaint. Et puis, il y a toutes les interprétations aussi que peuvent avoir les soignants. Celui-là, il en demande trop, il veut qu'on s'occupe de lui tout le temps, or, je n'ai pas que ça à faire. C'est tout ça qui est en filigrane derrière cette prise en charge au quotidien, en permanence. Quand je reparlais de l'étude tout à l'heure des soins qui peuvent être faits sans qu'on ait donné d'antalgique et dans les créneaux qu'il faut si on donne de la morphine avant un pansement, ce sera donné 1 heure avant. Régulièrement, c'est donné un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant, le soin il va être fait, il sera douloureux. Le patient il aura plus mal après, il dormira. Et donc il ne sera pas présent avec ses visites. Donc il faut vraiment bien cibler. Et tout ça, c'est vrai que ça complique l'organisation des soignants. Ça, c'est indéniable. Et donc, c'est pourtant quelque chose qu'il faut, je dirais, ancrer dans les mœurs pour se dire qu'il faut s'occuper de ça aussi. Parce qu'en général, et dans tous les questionnaires de satisfaction, si les patients ont eu mal et ont très mal à un moment donné, c'est ça qu'ils vont retenir de leur séjour à l'hôpital. Ce n'est pas tous les moments où ils auront été soulagés, malheureusement. Mais s'ils ont eu des grosses douleurs, ça, c'est sûr que vous le retrouverez dans les questionnaires d'insatisfaction, je dirais plutôt. Quel est le point de vue là, des soignants là ? Est-ce que, comment dire, ce qui vient d'être dit... Tiens. Oui, merci d'abord pour ce que vous avez dit. Le point de vue du soignant, ça fait le point de vue d'un directeur des soins. Moi, je pense que la douleur ne complique pas forcément l'organisation à partir du moment où d'abord le personnel est formé, où il y a des protocoles, en tout cas des stratégies de prise en charge de la douleur. Et c'est vrai que vous avez souligné à juste raison que les pompes à morphine marquent un gros progrès.
pour avoir été cadre dans un centre d'évaluation de traitement de la douleur et avoir eu en charge une unité mobile, j'ai connu une époque où effectivement on réveillait les gens pour leur faire l'injection sous-cutanée de morphine, ce qui était quelque part un contresens, parce que si la personne dort, c'est que la douleur est contenable. Et donc aujourd'hui, on a quand même des dispositifs au travers des pompes à morphine qui permettent effectivement aux patients d'avoir en continu la dose la plus adaptée, avec une évaluation régulière de la douleur. Normalement, la prise en charge est plus linéaire et de meilleur niveau, quoi. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment de miser sur la formation des soignants, notamment sur la formation aux douleurs induites par les soins, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la prise en charge des enfants. Et ça, c'est vraiment, pour avoir vécu cette époque où on a commencé à faire réfléchir les soignants sur les douleurs induites, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, il faut toujours souligner et encourager la dynamique qui est celle de nos équipes soins palliatifs douleurs dans les groupes hospitaliers, qui aujourd'hui font partie des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est pas si vieux au final. Et je crois que, mon point de vue en tant que directeur des soins, c'est qu'il faut accompagner ce processus de formation et vraiment veiller au travers des différents audits qu'on peut faire, notamment sur le dossier patient, à la traçabilité de ces éléments d'évaluation qui reflètent aussi la qualité de la prise en charge, quoi. Voilà, c'est la douleur, les soins palliatifs, la bientraitance, c'est des thématiques qui doivent rester au cœur de nos préoccupations, quoi. Alors, par rapport à ça, je voulais parler aussi du sentiment d'empathie et justement du ressenti de la douleur de l'autre. Et ça, c'est très intéressant parce que, a priori, on dit que si on est soignant, on a une certaine dose d'empathie. On l'espère, en tout cas. Il faudrait. On s'aperçoit que dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Et pour ça, il y a eu des études qui ont été faites où, chez des volontaires, on leur fait passer des films de gens qui sont, dans le film, en train de se faire très mal. Un tennisman qui est en train de se tordre la cheville complètement, un boxeur qui a le nez qui est en train d'être explosé et qui saigne de partout, enfin, des choses assez violentes, mais où on voit que celui qui est en face, là, il a mal. Ces volontaires, on les met dans des IRM et on s'aperçoit qu'ils ont exactement les mêmes zones cérébrales qui s'allument que si on leur faisait mal. Donc, et ça, c'est le signe de l'empathie. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que si on en fait défiler trop et trop longtemps, ou si on fait ça à intervalles réguliers, et bien, progressivement, ça s'efface, ces signes d'empathie. Et ça, c'est, à mon avis, ce qui peut très bien arriver à des soignants qui ont tellement l'habitude d'en voir des choses tellement horribles, des pansements affreux. Ça, nous, on le voit, je dirais, au quotidien. On peut rentrer dans une chambre avec une infirmière qui a 20 ans de métier derrière elle, quand même une petite élève infirmière de 2e année, qui, elle, dès qu'on ouvre tout juste le pansement, elle est prête à défaillir, à demander s'il ne faut pas aller chercher des compresses ou quelque chose pour et l'infirmière, elle, non, ne vous inquiétez pas, monsieur, là, on a bientôt fini, alors qu'on commence juste le pansement, et qui est focalisée sur sur la plaie, sur ce qui est très bien, parce qu'il faut bien le faire, mais en même temps, elle peut ne pas voir non plus, à côté, le patient qui, lui, va être au bord des larmes, parce qu'il a peur, parce qu'il a mal, et ça, je pense que cette empathie, quand on dit que les soignants se blindent, faut pas oublier que justement cette empathie, elle peut s'effacer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, si on l'entraîne, on peut la réactiver. Et donc ça, c'est aussi quelque chose auquel, à mon avis, c'est important de faire prendre conscience aux soignants que, certes, ils font un pansement qui peut être, quelquefois, je dirais même gore, mais ça n'empêche pas de regarder le patient dans les yeux et de lui dire ce qu'on va faire, et de lui parler. C'est-à-dire ne pas être uniquement dans la technique, rester aussi dans le lien. Et que ça entretient l'empathie. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important à savoir et à enseigner. Parce que se blinder, oui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était... la douleur de l'autre, c'est toujours celle qui est la plus supportable. C'est aussi ce que disait le riche. Hein. Donc, il y a un deuxième écueil vis-à-vis de ce sujet de l'empathie. C'est l'empathie impuissante. On dit aussi que l'empathie conduit au burn-out. Ça, c'est le deuxième écueil. C'est parce que où là, on arrive plutôt peut-être vers la compassion. La compassion, c'est l'empathie avec le moyen.
Et l'empathie impuissante peut conduire au burn-out, et c'est quelque chose qu'on considère de plus en plus. C'est-à-dire des gens voient, veulent faire, mais ne peuvent pas. Ça peut être pour des organisations, parce que quand même, malgré ce que vous dites, il y a quand même des vrais problèmes à exécuter les tâches qui sont demandées. Et ça, c'est un risque, le burn-out. Je rajouterais quelque chose par rapport au pansement, justement aux soins, voire même pour un soignant, d'arrêter le soin si ce soin est trop douloureux. Parce que j'ai vu effectivement des pratiques où, comme Claire dit, il faut regarder la personne. Certes, il faut la regarder. Mais si ce soin devient trop douloureux, il faut savoir aussi arrêter ce soin pour soulager cette personne. Alors on y gagne aussi, nous, en tant que soignants, par rapport au temps qu'on ne doit pas passer à faire un soin, mais d'autant plus pour cette personne à laquelle on fait ce soin qui est extrêmement douloureux. Et c'est vrai que là, quelquefois, on observe des situations, je trouve ça assez terrible. Bon, c'est sûr que le soin doit être fait, mais dans quelles conditions? Voilà. J'imagine que vous avez rencontré ces situations-là. Je ne sais pas si tous les soins doivent être faits, je n'en suis pas sûr. En tout cas, s'il y a des soins qui posent souci aux patients, qui posent souci aux professionnels, qui créent un choc avec ces valeurs, il faut réinterroger le sens qu'a le soin, et c'est tout ce qu'on essaye aussi d'impulser avec les faiblesses qui sont les nôtres, c'est que nos professionnels réinterrogent les soins en partenariat avec les médecins pour voir s'il faut poursuivre, s'il faut faire une pause ou changer de stratégie. Ce qui est vraiment important pour nous, même si c'est compliqué, c'est d'amener nos soignants, évidemment, à rester empathiques. C'est pour ça qu'on est très attentif aussi aux traumatismes dont ils font l'objet, et aussi à faire en sorte que nos soignants continuent à interroger leurs pratiques. Voilà. Malgré la vitesse qui est celle des hôpitaux aujourd'hui, avec des DMS qui diminuent, avec des prises en charge pluridisciplinaires compliquées. Mais ça, c'est vraiment capital pour que le soin demeure un soin de qualité. C'est aussi que nos professionnels continuent à interroger le sens des choses. Je suis très heureux de ce qui vient d'être dit, parce qu'on est dans un café éthique. Et là, je me permettrais d'associer aussi les pratiques médicales. Si les médecins s'interrogeaient beaucoup plus, ou du moins s'il y avait une prise en considération du lien qu'ils développent et des questions qu'ils doivent se poser au-delà de la technique telle qu'elle peut être faite, peut-être que même par rapport à leur empathie, ils ont la même empathie que les soignants, il faut bien se rendre compte, et de la même manière, ils risquent d'aller en burn-out aussi. Donc on se rend compte que toute cette vigilance, et on est vraiment dans une réflexion de vigilance, d'autant plus ici, nous devons nous la poser, car le problème, c'est pas de réparer. À quoi ça sert de réparer, quelquefois, dont les choses ont été extraordinaires? Le problème, c'est de prévenir. Et donc, c'est la vigilance des différents professionnels par rapport à ce qu'est le lien, comment on donne, de quelle manière, en définitive, on reçoit. Et tout ceci, ça nous trouble obligatoirement. Et vouloir être insensible m'apparaît de temps en temps. C'est global. Le soignant, les médecins, pour moi, en font partie. Je suis d'accord, mais je me suis permis de souligner ce que vous étiez en train de dire, parce que je pensais, parce que souvent dans l'esprit soignant, souvent c'est simplement que les personnes qui font les soins, et on exclut quelquefois les médecins de cette acception. Je les mettais totalement, parce que je crois que souvent, soit eux-mêmes s'en excluent, n'est-ce pas? Il faut bien se rendre compte par rapport à toutes les problématiques que nous abordons là, qui sont celles de l'empathie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas empathiques, au contraire. Mais de se questionner par rapport au sens, par rapport aux liens qu'ils développent, au-delà de leurs tâches, c'est aussi une problématique qu'ils doivent avoir eux-mêmes. Au contraire, j'associais, je pense, l'important. C'est là où ce sens est quelquefois compliqué, parce que on est dans un hôpital d'hyper spécialistes, avec des hyper spécialistes qui sont, mais qui sont chacun justement à vouloir traiter la maladie avancée, et c'est là où la douleur c'est un peu mis à l'écart. Et même il y a des patients
même s'ils voulaient parler de leur douleur, c'était plus important de parler de la prochaine chimio qu'on va réussir à mettre en route. Et puis c'est une fois qu'ils sont sortis qu'ils disent « Ah oui, flûte, j'ai oublié de parler de la douleur ». Ça devient annexe. C'est vrai que quand c'est la survie qui est en jeu, la survie, elle passe avant la douleur. Et que dans la formation d'un certain nombre de médecins, je parle des médecins, ils sont devenus archi pointus dans leur hyper domaine, mais le côté latéral, et entre autres la douleur à ce moment-là fait partie de cette côté transversal, est plus laissé de travers, où on fait on débute un traitement, mais on ne sait pas trop qu'on peut aller plus loin. Et c'est là où la prise en charge réelle de la douleur peut être plus compliquée pour des hyper spécialistes, quoi. En fait, ce n'est pas simplement un artifice technique, c'est au contraire, comment Paul Ricoeur appelait ça, instaurer de l'humain. Instaurer de l'humain, c'est-à-dire dans la présence que l'on peut développer avec l'autre, mais qui est une présence vigilante. Et ça, nous avons sûrement, à avoir cette sorte d'obligation, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une dernière question, l'heure avance? Une dernière. Allez, madame. Allez-y. Peut-être dans ce sens, une expérience qu'on aimerait voir généralisée au niveau de la formation de nos étudiants, c'est cette expérience de la médecine narrative qui finalement forme de façon pragmatique, en mettant en situation les étudiants par des enseignants qui sont des patients, qui sont là non pas avec leur pathologie, mais qui incarnent une autre pathologie, et qui donc, il y a une interaction qui se fait. Et je pense que ce domaine de la prise en charge de la douleur, de l'empathie, est un volet très important et qu'on devrait généraliser ces formations de médecine narrative. Alors, elle existe en Vous savez qu'elle existe à Paris Descartes, elle existe à Paris Descartes, puisque c'est nous-mêmes qui la développons. C'est magnifique. Moi, j'ai fait une journée de formation pour savoir de quoi il s'agissait. Et maintenant, j'en parle partout en disant généraliser. Merci, parce que beaucoup de mes collègues ont beaucoup de difficultés pour accepter même le concept. C'est loin d'être simple. Il est loin d'être simple. Et travailler avec nos collègues qui sont des collègues de sciences humaines, car la médecine narrative, ça demande de travailler avec des linguistes, ça demande à travailler avec des sociologues, travailler en multidisciplinaire, ne serait-ce que pour établir les différents programmes. Il ne suffit pas simplement d'écrire. Bien sûr, le problème de l'écriture devant un patient, ça peut tout à fait se comprendre, etc. Mais au-delà, il y a toute l'analyse qui doit y être derrière et que chacun doit être capable de s'approprier. Vous avez très bien fait de poser cette question. Je pense que c'est finalement quelque chose qui est très important par rapport à toute la formation des médecins de ma génération, où l'obsession était de faire avancer la médecine qui se voyait science, de faire des médecins-chercheurs, soignant des maladies, soignant des organes, et on y a perdu à ma génération, sauf ceux qui vraiment intuitivement fonctionnaient autrement, le corps et l'esprit étaient quasiment dissociés, d'où la pluridisciplinarité avec des super spécialisations, mais on en oubliait l'humain derrière. Et alors, moi, dans ma spécialité d'imageur, c'est quelque chose qui m'a obsédée toute ma carrière, et je pensais par exemple à ce simple progrès à l'époque où nous n'avions pas le scanner, où il fallait obtenir ce qu'on appelle un néphrogramme avec des coupes tomographiques des reins dans une urographie intraveineuse, et où on nous apprenait à pousser avec des seringues en verre parce que ça coulisse mieux, un produit qu'on appelle le radiosélectant qui chauffait brutalement, et qu'il fallait pousser avec des seringues de 14, c'est-à-dire des très grosses seringues dans les veines. Et en fait, l'obsession, c'était d'avoir la belle image, et évidemment, on la loupait parce que le patient faisait un bond de surprise et d'angoisse. Et en fait, intuitivement, moi j'avais trouvé mon petit moyen de ne pas avoir ce malaise vagal, parce que l'obsession, c'était le patient. Et en arrière, je gagnerais au bénéfice d'avoir une bonne image.
Et en fait, si on réfléchit par soi-même, on y arrive. L'autre expérience historique que j'aimerais rappeler, quand on parlait effectivement du déni de la douleur de l'enfant pendant des générations, il y a une femme remarquable qui s'appelle Thérèse Plagnol, le professeur Thérèse Plagnol, qui a fait la promotion de l'échographie. Nous lui devons beaucoup avec son laboratoire à Tours. Elle a écrit sa vie qui était hors du commun d'ailleurs, puisque c'est une enfant de l'assistance publique. La belle école de Jules Ferry, etc. Enfin, il faut retrouver son bouquin, Une femme à destin. Et donc elle raconte dans son histoire pourquoi elle a été amenée à la promotion de l'échographie, parce qu'elle ne supportait plus, elle a été l'interne de Robert Debré, elle a été la salpêtrière aussi, elle ne supportait plus de faire des encéphalographies gazeuses à des enfants pour des tumeurs cérébrales. C'était, alors, quand on dit l'empathie qui annihile, elle, ça a décuplé sa volonté de faire autrement. Et c'était remarquable, et c'est une très très belle histoire. Je dirais au maximum que, et si vous voulez, avant de donner la parole, peut-être en conclusion à Claire Vulser et à Madame la directrice, justement ce que vous dites là, c'est l'interrogation éthique. C'est-à-dire qu'en fait, l'éthique, ce n'est pas des réponses. L'éthique, c'est un questionnement sur ce que l'on fait. La manière où les gestes techniques, il est hors de question de mettre de côté, d'autant plus comme dans un hôpital comme ici, au contraire, où toutes les techniques sont de pointe, où la recherche se développe, et c'est bon, parce que c'est le seul moyen d'avancer, on l'a bien montré, et bien que ce questionnement vive, en quelque sorte. En tout cas, merci. Claire, comme conclusion par rapport à tout cela. Comme conclusion par rapport à tout ça, c'est de se rendre compte combien la douleur est complexe. Et combien, justement, on ne peut pas parler d'une douleur et d'une prise en charge uniciste. Et que c'est vraiment quelque chose de personnel pour chacun, mais qui va être aussi un lien tout à fait particulier par rapport à tous les intervenants autour. Et qui fait qu'effectivement, on a peu parlé du coup de la prise en charge, mais qui là aussi est en train de s'élargir et de se multiplier, et qui touche aussi bien justement le corps, avec les médicaments, mais avec un certain nombre de gestes, mais aussi l'esprit. Et avec toutes les techniques qu'on peut développer d'hypnose, de méditation en pleine conscience, et autres, mais pour lequel on est en train de là aussi de montrer scientifiquement que ça marche. Ce n'est pas des histoires de gourous. On a fait d'ailleurs des cafés éthiques justement là-dessus, sur l'hypnose, sur la médecine narrative, sur la méditation, avec Plagnard aussi, ce qu'on a fait. Ça montre bien que quand on s'occupe de la douleur, on ne s'occupe pas d'un symptôme, on s'occupe d'un être à part entière, d'un humain qui a une histoire avant, qui espère bien avoir une histoire après, et qu'il faut s'occuper de l'ensemble de tout ça pour réussir à soulager la douleur. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir. On se rend bien compte de l'importance du sujet qu'on reprendra bien naturellement, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Madame la directrice, alors, il est d'habitude qu'elle dise quelques mots, ce qu'elle a pensé, puisque c'est la première fois. Pourquoi pas ? D'abord, je vous remercie à nouveau pour l'invitation. Je pense qu'on a bien touché du doigt, finalement, la tension entre le soin qui va soigner et la douleur qu'il faut soulager, et toute la difficulté de ce questionnement nécessaire. Et finalement, dans l'éthique, on est en permanence cette tension entre soit deux idéaux, soit ce qu'il faut faire, et finalement, cette douleur qui intervient et qui remet en cause, et qu'il faut réussir, comme on l'a dit tout à l'heure, à redonner du sens et à la remettre en perspective. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à quel point elle était complexe, et à quel point elle était humaine. Je pense que vraiment, c'était votre fil conducteur. On l'a très bien vu. Elle est complexe comme l'humain. Elle est, et parfois, effectivement, c'est à la fois une logique de symptômes, mais c'est une logique de l'esprit aussi. Et vous parliez d'hypnose et moi, je reviendrai aux expériences que j'ai vues en hôpital pédiatrique autour du jeu et autour du fait de détourner l'attention de l'enfant. Ils sont passés de moments où on utilisait
peut-être le met au pas et bien après les adultes en pédiatrie, a finalement proposé à l'enfant de jouer, et c'est ce qui s'est fait notamment à Trousseau, où finalement travailler avec l'enfant, lui déplacer l'esprit, faisait que finalement des soins qui étaient douloureux ou difficiles étaient possibles et sont possibles sans médication. Donc on prend bien en charge le corps et l'esprit, et c'est aussi pour ça que c'est si compliqué. Et quand on dit que elle est profondément humaine, je ferai le lien aussi avec ce qui a été dit sur l'empathie. C'est pour ça qu'elle est aussi insupportable, la douleur, parce qu'elle renvoie à notre humanité, d'où l'impuissance qui est peut-être plus difficile à vivre pour les soignants encore sur la douleur, et d'où la nécessité de bien la comprendre et de pouvoir la comprendre, la qualifier, et de pouvoir trouver de la prise parce qu'on la connaît mieux, qu'on est mieux formé, et qu'on peut essayer d'avoir des petites réponses, que j'ai bien compris que les petites réponses étaient aussi importantes que les grandes dans ce que vous nous avez expliqué. Vous voyez, c'est facile. Bien, c'est l'apprentissage de notre directrice. Je vous propose d'applaudir Claire Fixer.